Jungle. Allez, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. Et c'est sur Sport FM tous les vendredis à partir de 14h. Dans le nid des éperviers d'LN2, nous sommes au numéro 32. Nous décryptons l'actualité des sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et surtout l'ambiance autour et dans le nid des éperviers. Toutes catégories confondues, bien entendu. Ensemble, nous continuons de sonner les mobilisations et d'intensifier la sensibilisation en vue de la reconstruction du football au Togo. Au menu du jour, éliminatoire CAN Maroc U23, Togo, Afrique du Sud. Duel très attendu ce dimanche au stade de Kégué. La pression monte surtout dans les camps du Togo qui s'interrogent sur l'issue de ce match. Quelles sont les chances des éperviers face au Bafana Bafana olympique? Le Togo est-il l'outsider de cette confrontation? Que faut-il encore aux éperviers pour sortir gagnant de ce duel? Quel espoir pour le Togo? Voilà donc autant de questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des solutions. Préparatif CAN Côte d'Ivoire 2023. La phase finale est prévue pour janvier 2024. Inquiétude toujours grandissante et de plus en plus perceptible chez les Togolais au fil des jours. Après les dernières prestations des éperviers, le président de la Fédération togolaise de football demande de sauver l'épervier qui est en danger en plein vol. Comment peut-on sauver la situation avec un encadrement qui ne semble pas retrouver ses repères? Comment peut-on retourner cette situation pour que le Togo se qualifie pour la CAN 2023? Quelle solution pour les éperviers fanions de changer la mauvaise passe connue depuis le début des éliminatoires? Vers où se trouve l'espoir de croire en un exploit des éperviers dans ces éliminatoires? Autant de questions que nous nous posons encore et que nous tenterons de répondre. Togolais en club, coup d'œil sur l'actualité des éperviers togolais expatriés. La tranche des auditeurs à vous l'antenne. Dans le nid des éperviers d'N2, c'est avec la technique Anas PM, à la caméra comme d'habitude et l'homme à devant. Au studio, en tout cas, les chroniqueurs sont entendus. Il y a quand même un qui est présent. On va commencer avec lui. C'est Franck Nounyama, le patron de la rédaction de Sport FM. L'autre, Dr Kodjo Avoulete, le promoteur et l'administrateur du site Mawaki Sport et rédacteur à l'équipe sportive, il est journaliste et enseignant. Il est attendu donc dans nos locaux. Présentation, appelez-moi Aimé Lebon d'LN2. C'est parti. Allez, retour dans cette émission avec Franck Nounyama qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci Aimé, bonjour à toutes et à tous. Et on se retrouve comme tous les vendredis. Oui. C'est pour discuter, bien sûr, des éperviers. Et naturellement, le premier sujet, c'est les éliminatoires CAN Maroc U23 avec le Togo qui affronte ce dimanche dans un duel très attendu. Donc, les Bafana d'Afrique du Sud, avec cette pression qui monte dans les camps du Togo et où on continue donc de s'interroger sur l'issue donc de ce match. Ça s'annonce difficile en tout cas, Franck. Oui, ça s'annonce difficile lorsqu'on considère les deux sélections. On sait que cette équipe du Togo, la sélection olympique n'a pas beaucoup de repères. Elle n'a qu'un seul match deux matchs, j'allais dire, dans cette compétition. Et puis une défaite et une victoire face à une équipe de l'Afrique du Sud qui est déjà habituée, qui a participé d'ailleurs à la compétition déjà, qui a été troisième on va dire à la deuxième édition en 2015, qui répète la même performance en 2019 en étant troisième également derrière l'Égypte et puis la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui est aguerrie, qui est préparée, qui sait un peu ce que c'est que cette compétition en face d'une équipe togolaise, on peut lui dire un tout petit peu profane. Donc, je pense que ça va être très compliqué maintenant, le Togo à domicile. Le fait de pouvoir éliminer peut-être la Mauritanie en dominant cette sélection ici à la maison 2-0 peut reconforter, peut être, on va dire, une source de motivation pour cette sélection. De toutes les façons, ça ne va pas être du gâteau maintenant. Voilà, avec peut-être l'aide du public, le Togo peut avoir son mot à dire. Mais on sait que donc, on est averti, on savait que c'était donc l'Afrique du Sud et qui a déjà un vécu
dans cette compétition. Le Togo, donc, est novice, comme on l'avait dit, profane, on va le dire ainsi, très novice, justement, dans cette compétition et qui va aller donc pour la première fois et qui s'essaye, justement, dans les éliminatoires. Et c'est un gros morceau à cuire, quand même, qui est cette équipe de l'Afrique du Sud. La preuve est là. Lorsque vous regardez un peu le premier tour, les Bafana Olympique étaient exempts. C'est-à-dire que c'est une sélection qui a quand même vécu cette compétition, qui la connaît. Donc le premier tour, cette sélection n'avait pas besoin de pouvoir se produire. Donc on l'a attendu au deuxième tour et c'est le Togo qui va avoir la lourde tâche de pouvoir jouer cette sélection en 2 matchs. Donc l'ambition des Sud-Africains, c'est bien évidemment de retourner à cette compétition. On vous l'a dit, ils étaient médaillés de bronze sur la dernière édition organisée par l'Égypte, gagnée par l'Égypte, c'était en 2009. En 2019, j'allais dire. Donc, face à une équipe togolaise un tout petit peu méconnue, ça pourrait peut-être poser des problèmes à cette sélection sud-africaine qui viendra à Lomé sans forcément connaître cette équipe du Togo. Et là, ça peut servir. Les hommes d'Afizou Traoré peuvent se servir de cette situation pour embêter les Bafana Olympiques. Maintenant, ça ne va pas être de la promenade. Il va falloir jouer, il va falloir être solide. Et il faut que cette cohésion dont on parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, soit au rendez-vous. Afizou Traoré va forcément compter sur une sélection à ossature fortement locale, ce qui permettra peut-être d'avoir cette cohésion, cette façon de jouer qui ne poserait pas trop de problèmes. Il y a des joueurs d'ASCO qui se connaissent bien, il y a des joueurs de la SCK, il y a d'autres joueurs qui forcément ont déjà joué ensemble et qui vont peut-être permettre à cette sélection de pouvoir tenir la route, de répondre, on va dire, du tic au tac à la sélection sud-africaine. Lorsque vous écoutez le staff technique, par exemple, tenu par Afizou Traoré, il dit être confiant et il veut faire le boulot à 70% à domicile avant d'entrevoir le match retour. Donc, ce qui veut dire qu'on veut maximiser les chances du Togo ici à Lomé avant le retour sur Johannesburg. Oui, et là, c'est pas facile, comme on le dit. Donc, il faudra marquer le plus de buts possible et éviter d'en encaisser, justement. C'est, en tout cas, ce qui est mieux. Voilà, il faut éviter d'encaisser des buts, mais il faut en marquer le plus possible et espérer, justement, gérer. Donc, de l'autre côté, je crois que c'est là tout le problème, tout le potentiel. En tout cas, on sait que, Franck, c'est un peu comme cette décision donc d'engager l'équipe Espoir, comme ça se dit, était arrivée un peu tard, on va le dire, hein, parce qu'on ne voyait pas venir cela et subitement on dit bon voilà, il y a un stage donc à Antalya et c'est avec ça qu'on a commencé donc à entendre parler. Et lorsque nous sommes allés donc aux informations, oui, c'est un projet qui existait, qui existait, mais qui avait donc la peine à prendre corps en fait, avec surtout certaines propositions concrètes du manager général à Kako Serge, et donc ça avait traîné donc à prendre corps. Et je crois que c'est ce qui explique également le retard dans ces explications. À ce que moi je comprends dans cette situation, c'est qu'on a fait venir les U23 au niveau d'Antalya en Turquie pour ce stage afin de les préparer pour rentrer très rapidement en sélection Fanion. Oui, c'était l'objectif en tout cas. C'était l'objectif pour alimenter forcément cette sélection Fanion qui avait besoin de nouveaux visages, qui avait besoin des joueurs qui puissent se performer et lui permettre de changer un peu le cours des choses, parce que pendant très longtemps, sous Claude-Marie François Leroy, l'équipe n'était plus performante, elle ne gagnait plus, elle ne réussissait pas sur ces différentes échéances. Maintenant, cette façon de faire les choses n'a pas totalement permis de rentrer en fait dans la politique qu'on souhaitait. Et on est forcément rentré sans trop d'ambition dans cette compétition de la CAN U23. Il faut 3 matchs
il faut, j'allais dire, 6 matchs au total pour pouvoir avoir accès à ce qu'il va se passer au Maroc l'année prochaine. Oui, en phase finale. En phase finale. Donc, cette sélection, voilà, tant bien que mal, a essayé d'aborder, oui, les éliminatoires, parce que peut-être on sent que, oui, le Togo a perdu sur plusieurs plans, et il faut peut-être lancer cette équipe pour voir si elle pouvait gagner quelque chose. Oui, pour le moment, ça va avec la qualification pour ce deuxième tour. Maintenant, vous l'avez dit, les choses ne sont pas faites comme il fallait. Il fallait, s'il y avait beaucoup d'ambition autour de cette équipe, commencer par la préparer d'une façon plus accrue, d'une façon plus pointue, pour lui permettre quand même d'aborder cette compétition avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de motivation, de détermination, même si aujourd'hui, cette qualification pour le deuxième tour permet aux joueurs appelés d'être un peu confiants pour la suite, d'être un peu motivés, déterminés pour la suite. Mais c'est toujours compliqué de pouvoir parler de cette sélection qui ne laisse pas trop d'ouverture, qui ne laisse pas trop de recul. Mais bon, on se dit qu'à la maison, ça pourrait le faire. Le fait de jouer ensemble sur quelques matchs, oui, peut-être leur permettre d'être au niveau et de prétendre aller au troisième tour. En discutant donc avec le Malagai général l'autre fois, j'ai pu comprendre donc oui, ce qui était prévu, c'était justement d'avoir 50% donc de quelque chose de cru local et puis 50% qui devrait venir donc de l'extérieur. Mais la difficulté, c'est justement d'avoir à disposition les joueurs, surtout expatriés, et c'est pas facile. Et ce que vous disiez, Franck, je crois, c'était justement de faire en sorte que, disons, cette équipe espoir serve d'antichambre pour la sélection A, et tout en sachant que oui, dans peut-être 1 ou 2 ans au maximum, il y a plusieurs joueurs de l'équipe nationale qui vont, disons, qui ne peuvent plus être opérationnel comme ça se dit. Il faudra donc renouveler l'effectif, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais quelles sont les chances de cette sélection des éperviers olympiques face au Bafana olympique? Oui, on a tendance à dire que oui, cette équipe a ossature forcément locale, dirigée par Fizou Traoré, accompagnée par Wadjalantam et Claude Yenke, qui connaissent bien le championnat. Parce que là, ça va se jouer à ce niveau. Parce que sur le dernier match à Lomé, il y avait 9 joueurs issus de ce championnat. La Espina, la SK, Asco de Cara et puis Tambo, dont le goal d'ailleurs de cette sélection est issu de cette équipe qui vient de monter en première division. Ça pourrait constituer, on va dire, une certaine force parce que là, des joueurs qui se côtoient tous les jours, qui se connaissent. Et voilà, on a l'information aujourd'hui, il n'y aura pas Karim Derman, il n'y aura pas Drakpe. Donc, ce qui veut dire qu'on pourrait tenter de dire qu'on va voir la même chose, une ossature forcément locale sur des joueurs qui viennent de disputer des compétitions continentales. Je parlais de la Ligue africaine des champions, je parlais de la Coupe de la Confédération africaine de football, des joueurs qui viennent justement de façon fraîche de terminer. ASK a été éliminé, ASCO continue d'être dans la compétition avec le tour de cadrage qui se profile à l'horizon. Donc, c'est des joueurs un tout petit peu aguerris, même si aujourd'hui le championnat n'a pas encore démarré. La force de cette équipe, c'est d'être discipliné, c'est d'être ensemble, d'avoir cette force mentale qui leur permet quand même de tenir et de jouer. Voilà, il n'y a pas autre chose à dire puisque on va dire que dans ce match, c'est elle qui est la moins expérimentée. Donc, ce qui peut permettre à cette équipe de gagner ou bien de faire un bon résultat, c'est d'être discipliné, c'est d'être fort mentalement et physiquement, c'est d'être prêt pour aller chercher les Sud-Africains. Mais tout compte fait, on m'a dit quand même que c'est un coup dur, donc de ne pas avoir Derman Karim, en tout cas, qu'on sait très prometteur, donc très prometteur justement pour la sélection A. Drakpe également qui ne sera pas de la partie, mais Tom Dadjakli, lui, il est là. Le problème, c'est que Drakpe, il a joué donc un match hier, c'est son premier match pro
et qu'il attend également donc de signer un contrat pro. Alors donc vous voyez que c'est un peu difficile, mais pour ce qui est d'Herman Karim, eh bien son club a refusé carrément donc de le libérer. Mais quoi qu'on dise, c'est quand même un manque à gagner pour cette équipe. Bien sûr, lorsqu'on regarde un peu les performances du jeune Karim Derman avec la sélection Fanion, c'est un garçon qui a pris de la confiance, qui a pris, on va dire, une certaine expérience. On l'a vu ici à Lomé face à l'Eswatini où il est rentré en cours de jeu. On l'a vu en amical la dernière fois contre la Côte d'Ivoire. Il a même marqué le but réducteur pour le Togo. Donc c'est un garçon qui pouvait apporter, on va dire, sa vivacité, son expérience, sa confiance à cette sélection U23, mais malheureusement, il ne pouvait pas être là et, j'allais dire, maintenu par son club. C'est dommage, c'est un véritable manque à gagner. Il serait là, peut-être ça ne sera pas la même chose, avec son savoir-faire, avec, j'allais dire, sa solidité, sa confiance. Il pourrait apporter plein de choses à ses coéquipiers. Maintenant, il ne sera pas là. Il y aura forcément d'autres joueurs qui peuvent tenir, qui peuvent jouer sur les mêmes valeurs. Et lorsqu'on va prendre Drakpe, je pense que les intérêts sont divergents. Il attend peut-être de signer un contrat pro, donc il ne va pas vouloir rater une telle occasion pour la suite de sa carrière. Donc malheureusement pour le Togo, ces deux joueurs importants ne devraient pas être là ou bien ne seraient pas là. Donc on va compter sur le reste du groupe. Je pense qu'ils ont les moyens de pouvoir jouer et de tenir tête à cette équipe sud-africaine. Et justement, on va écouter Traoré Afizou, c'est le sélectionneur des U23 par rapport à ce match et on revient tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est de faire un grand travail, au moins 60 à 70% d'efforts, et il va nous rester le peu d'efforts qu'on va concrétiser en Afrique du Sud. La qualification ou rien. Personne ne me met la pression, mais le fait que j'ai sur mes épaules le destin de toute une nation, ça donne vraiment une très grande pression. On rassure au public togolais qui n'ont qu'à venir nous soutenir pour avoir une victoire. Voilà, donc Traoré Afizou rappelle que c'est lui le sélectionneur des U23 du Togo, justement, c'est lui qui est sur le banc technique et à ses côtés, on rappelle, c'est Wadja Lantam et puis Yenke Claude qui sont beaucoup plus connus par rapport à Afizou Traoré, mais qui n'a pas démérité en tout cas sur le banc. L'autre fois quand on l'a découvert, en tout cas sur ces deux matchs, oui, pour le moment ça va. Et on pourra donc l'encourager également à aller loin justement dans cette compétition, sauf que disons l'obstacle qui se dresse devant s'appelle Bafana Bafana d'Afrique du Sud et qui a donc invaincu dans cette compétition. Le Togo est-il l'outsider de cette confrontation, Franck? Oui, le Togo est l'outsider. Lorsqu'on compare les deux sélections, il n'y a rien à dire. L'Afrique du Sud reste le favori sur ce match. On vient d'en parler. L'Afrique du Sud était, on va dire, sur les éditions précédentes de la compétition. Donc, du vécu, de l'expérience déjà. Elle connaît un peu comment ça se passe par rapport à ces genres de compétitions. Donc, le Togo est véritablement l'outsider dans cette double confrontation face au Bafana Bafana olympique. Maintenant, lorsque vous considérez les déclarations de l'entraîneur Traoré Afizou, il paraît confiant. Il dit vouloir faire 70% du boulot ici à Lomé. C'est bien de le dire, mais ça va se retrouver sur le terrain. C'est sur le terrain qu'on va faire le boulot. 70%, c'est énorme avant de pouvoir peut-être gérer les 30% restants là-bas en Afrique du Sud. Donc, il dit qu'il n'a pas de pression, mais il sait qu'il a, on va dire, tout le peuple, un peuple qui attend de lui un résultat, surtout que ça ne marche pas du côté de la sélection Fanion, surtout que la sélection locale a été éliminée du CHAN à venir. Avec donc, tout ce qu'on sait. Avec tout ce qu'on sait. Donc, il a cette lourde responsabilité de pouvoir produire un bon résultat, une bonne performance avec cette sélection qui reste la seule sélection, peut-être qui va donner, on va dire, cette joie à la population togolaise qui est
bien, un peu désespéré, un peu désorienté par l'élimination au CHAN, par le début, on peut le dire, catastrophique de la sélection Fagnon. Donc, disons quand même que le Togo est véritablement l'outsider. Maintenant, un match se joue en 90 minutes ou bien les 180 minutes pour le Togo de pouvoir passer au deuxième tour. Là, ça reste à jouer avec beaucoup de détermination, beaucoup de confiance. Voilà, si Afizou Traoré prépare très bien ses hommes, accompagné de Wadia Lantam, je pense que ça pourrait faire quelque chose parce que lorsqu'on comprend, on voit aussi un peu ce que fait Wadia avec l'AS Bina. C'est l'un des meilleurs clubs de la saison dernière en première division, même si c'est un fond de jeu, voilà. Il y a donc un jeu, j'allais dire plaisant, oui, intéressant. On sent donc qu'il y a une certaine vivacité, un certain travail donc qui se fait donc avec Wadia Lantam. Je crois que oui, le choix de le mettre donc également dans ce staff est très intéressant. Solitaire, pour être solitaire. Son joueur même là-bas pourrait faire bouger cette défense de l'Afrique du Sud. Agbemefa également, qui sont des joueurs intéressants. Il y a plein de joueurs, les Ouettiré, qui peuvent porter cette équipe du Togo. Donc, je pense qu'il leur appartient juste, comme on l'a dit, d'être discipliné, d'être solide mentalement pour faire le boulot. Une surprise attendue ? Pourquoi pas? Nous sommes en football, tout est possible. On peut attendre une surprise, voire une victoire du Togo ici, parce que cette équipe de l'Afrique du Sud, oui, elle a été troisième sur la dernière édition, c'est vrai, mais ce n'est plus la même génération. Parce que là, depuis 2019, ceux qui avaient joué on devait en principe en jouer en 2021, ça n'a pas pu être disputé pour ce concert. Coronavirus est passé par là. Voilà. Donc, ceux qui avaient disputé la compétition en étant troisième en 2019, aujourd'hui, doivent être en sélection Fagnon, parce qu'ils auront déjà plus de 23 ans, 3 ans après. Donc, voilà, ça va être une nouvelle génération de joueurs. Mais seulement très inconnus. Très inconnus aussi, sauf que l'Afrique du Sud, en tant que pays, a plus d'expérience que le Togo en la matière. Oui, et là... c'est un peu ça. Que faut-il attendre, ou plutôt que faut-il encore aux éperviers pour sortir gagnant de ce duel? Oui, face à l'Afrique du Sud, il leur faut toujours, on va dire, ce calme-là, pas de panique. Il ne faut pas qu'ils soient sous pression, déjà, même avant le match. Non, ça va se jouer sur la pelouse verte. Ils ont 2 pieds, les Sud-Africains ont 2 pieds. Ils ont une tête, les Sud-Africains ont une seule tête. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraterrestre qui se présente devant eux. De se dire tout simplement que c'est un match de football. Nous serons 11, ils seront 11. C'est la confiance, la détermination et la force mentale leur permettrait quand même de faire le travail. Donc il y a quand même espoir. Il y a espoir, il n'y a rien à dire, il y a espoir. Il appartient également à ce public togolais d'aller soutenir cette équipe des U23 parce que souvent on vient au stade, on est plutôt spectateur, on n'est pas supporter et c'est très mauvais. Alors que lorsque l'équipe se trouve dans des situations difficiles, c'est en ce moment qu'elle a plus besoin d'être soutenu, d'être accompagné avec des cris, avec des applaudissements. Voilà, on n'a pas besoin d'aller au stade pour être spectateur. Donc non, il faut supporter cette équipe de la première à la dernière seconde. Et oui, mais puisque nous parlons donc du public, de la mobilisation, oui, on a pu quand même avoir dans la semaine, disons, l'un des représentants donc de l'organisation, qui s'appelle Hugues Vigno Atipo, et donc de la structure Sergio Sport, et qui organise donc ce match. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises par rapport à tout cela? On écoute Hugues Vigno-Atipo. Je pense que l'organisation se déroule bien. La structure, donc Sergio Sport en collaboration donc avec la Fédération togolaise de football déploie bien toutes les actions logistiques matérielles pour l'organisation donc de ce très grand match ce dimanche au stade de Kégué. Vous savez, les éperviers U23 représentent donc, c'est l'espoir de notre football. Et avec la qualification au précédent tour contre les Morabitoun U23, je pense que l'équipe de Afizou Traoré a suscité véritablement au sein de la population togolaise ce vent-là de renouveau. On veut véritablement pousser les jeunes
espoir à franchir cette étape très primordiale avant le troisième tour, puisqu'ils vont jouer 3 tours avant la CAN au Maroc. Ouais. Donc je crois qu'on n'est qu'à la moitié du chemin. Et ce match très important de ce dimanche va encore une fois baliser le chemin en attendant donc le match retour au FNB Stadium. Donc je pense que au niveau de l'organisation, tout se passe bien. L'organisation logistique, tout se passe bien. Je crois qu'au niveau, donc sur le plan sportif, l'équipe a commencé les regroupements depuis lundi. L'équipe va s'entraîner encore cet après-midi au stade de Kégué. Donc je pense que tout se passe bien. Maintenant, il faut la mobilisation des supporters, des éperviers, les mordus du football togolais derrière cette équipe nationale du Togo. Je pense que c'est ensemble que nous allons pousser donc, cette équipe nationale pour la victoire. Hugues Vignon-Atiko, de l'organisation, bien sûr, autour de ce match très attendu entre le Togo et l'Afrique du Sud. Oui, mais cette mobilisation dont nous parlons, Franck, on sait donc que, oui, on a quand même réussi à mettre, disons, le prix d'entrée, en tout cas pour les gradés, à 1000 francs CFA. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine sympathie quand même qui est née à partir de la dernière prestation de l'équipe togolaise face au Morabitoun de la Mauritanie. Oui, il y avait une certaine curiosité autour de cette sélection U23 du Togo. On la connaît pas, le public ne la connaissait pas, mais sur ce match retour contre les Morabitoun Espoir ici, je pense qu'il y a une certaine ferveur qui est née autour de cette équipe de Traoré à Fizou par rapport à leur réaction après avoir perdu au match aller. Il fallait marquer 2 buts ici pour se sortir de cette affaire et ils ont bien réussi à le faire. Donc, à partir de ce moment-là, le public togolais a compris qu'il y avait quelque chose à offrir à cette équipe, à cette sélection, c'est-à-dire le soutien. Et voilà, c'est ce qui se fait. Je pense que la mobilisation continue. Et dimanche, certainement que le public va répondre parce qu'on a mis les tickets, vous l'avez dit, à 1000 francs déjà. Ça permet quand même à tout le monde d'avoir accès au stade de Kégué dimanche pour soutenir cette équipe. Donc, c'est une équipe qui véritablement pourrait apporter quelque chose, pourrait grandir, pourrait donner de la joie à cette population un tout petit peu déçue. Donc, voilà, il faut lui faire confiance. Il faut faire confiance à cette équipe. Oui, faire confiance en cette équipe, ça veut dire donc qu'il faut quand même aller d'abord. Mais c'est vrai également que ça peut ne pas être ce qu'on souhaite, mais c'est dans la difficulté. Au moins, il faut suivre le comportement donc, de ces joueurs-là. On les a déjà vus. Donc, je crois qu'ils ont créé la sensation, justement, avec une belle circulation de balles, une bonne possession donc, de la balle, j'allais dire, un bon quadrillage du terrain, un jeu fluide. Je crois que c'était quand même spectaculaire ce que Fizou, Traoré et son staff ont fait. Oui, naturellement. C'est vraiment bien parce qu'on ne les attendait pas. On se demandait, avec la pression qu'ils ont reçue en perdant de l'autre côté en Mauritanie sur le match aller, sur la première manche. Donc, on se demandait s'ils avaient cette capacité de pouvoir réagir, de pouvoir permettre à cette équipe de faire le jeu ici et de gagner, de retourner la situation. Ils ont réussi à le faire parce qu'ils n'avaient pas forcément la maîtrise de l'effectif, la maîtrise du groupe. Parce qu'entre-temps, souvenez-vous, c'était quand même sous, on va dire, la direction de Paulo Duarte, le sélectionneur de la sélection Fagnon. C'est lui d'ailleurs qui a conduit les choses là-bas en Thalia lors du stage. Donc les Fizou et puis les Wadja ne maîtrisaient pas forcément tout le contour, tout le groupe, mais ils ont réussi sur quelques semaines d'entraînement à avoir un groupe assez soudé, assez solide, assez cohérent qui a réussi à gagner ici à Lomé. Donc, on se dit qu'ils sont en train de faire un bon travail. Ils ont fait quelque chose de bien. Donc, ce sera pour eux de confirmer sur ces 2 matchs contre l'Afrique du Sud. Voilà, ça va être la confirmation et je pense que oui, ils sont sur le chemin d'y arriver. Maintenant, il ne faut pas déjà gagner le match sans avoir joué. Il faut préparer les joueurs mentalement, psychologiquement. Donc, voilà, ces 2 techniciens peuvent apporter cette joie qui manque depuis quelque temps à ce football-là.
Mais c'est vrai également que l'autre fois, nous disions que nous irions donc aux informations pour savoir comment ça s'est fait. Au premier abord, c'était Paulo Duarte. Comment c'est arrivé donc à Fizou Traoré? Oui, j'ai pu poser donc certaines questions pour avoir certaines réponses. Oui, c'est vrai qu'au départ, c'était avec Paulo Duarte qu'on voulait faire donc ce projet. Ce projet était conçu autour de Paulo Duarte en réalité. Mais chemin faisant, selon mes informations, c'est Paulo Duarte lui-même qui a demandé à être, disons, dessaisi donc, de cette sélection, mais tout en étant très proche. Ouais. Très proche. Il est toujours le superviseur. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors, il a demandé simplement à comment dire, à ce qu'on trouve un staff qui gère, mais il est resté donc très proche, puisque c'est lui qui apporte donc toutes les informations, c'est lui qui, on doit appeler même certains joueurs, les clubs, il en fait partie, enfin, il le fait également avec Serge Akakpo, qui est le manager général, parce que oui, ils sont conscients qu'ils ont besoin impérativement de ces joueurs-là, sous peu en sélection A. Et donc, oui, il faut les suivre et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que ça leur donne plutôt satisfaction et en écoutant, en discutant donc avec eux, j'ai compris quand même que oui, ils ont beaucoup d'intérêt donc à suivre cette équipe-là et voir peu à peu ce qu'ils peuvent commencer à injecter dans la sélection A. Oui, dans la sélection. C'est d'ailleurs ce pourquoi on a utilisé Karim Derman, par exemple. C'est un bon projet. C'est un bon projet, comme ils le disent. Ces joueurs sont appelés très rapidement à intégrer la sélection Fagnon, dont certains joueurs sont en train de prendre de l'âge. D'ici 2 ans, il y a beaucoup de joueurs qui ne seront plus peut-être titulaires, qui sont sur le chemin de la retraite. Donc, il va falloir préparer un nouveau noyau, des jeunes qui puissent apporter leur vivacité, leur savoir-faire à la sélection togolaise qui en a forcément besoin. Mais au même moment, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de forcer un peu les choses. Oui. Parce qu'il y a des joueurs qu'on a proposés en U23 qui ne sont pas, on va dire, à la taille, qui n'ont pas pour le moment, on va dire, ce coffre pour jouer en sélection nationale Fagnon. Il ne faut pas trop les forcer, au risque aussi de les griller pour toujours. C'est vrai que Karim Derman est en train de tenir, mais lui, c'est un peu l'exception. C'est un peu l'exception, même en étant, on va dire, un peu bien intégré. On s'est dit que c'est un tout petit peu précipité de le voir au sein des éperviers Fagnon parce qu'il apparaît un peu trop petit lorsqu'on le compare aux physiques qui sont à côté. Donc voilà, je pense qu'il y a du travail à faire. Au lieu peut-être de forcer sur ce côté, travailler avec des joueurs qui sont en première division ici, et c'est sûr qu'on peut toujours en trouver. Si on ne les essaie pas, on ne peut pas connaître, on va dire, leur façon de faire, leur force de frappe. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. S'il y a un joueur qui est bon, c'est bien de pouvoir l'intégrer, qu'il puisse apporter du résultat de la performance, une plus-value. Maintenant, si c'est forcé, ça risque de connaître un fiasco. En tout cas, dimanche prochain, on sera tous au stade pour vivre cette explication entre les éperviers du Togo et les Bafana d'Afrique du Sud. Et comme on l'a dit, en tout cas, il faut tout faire pour y être et apporter le soutien qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut donc à ces éperviers de manière à ce qu'ils puissent, en tout cas l'objectif c'est de gagner, c'est de gagner et donc on revient là-dessus. Deuxième sujet, ce serait donc les préparatifs CAN Côte d'Ivoire 2023. Je rappelle que cette phase finale va se disputer en 2024, mais on continue à l'appeler quand même CAN 2023. Mais c'est finalement en 2024, janvier-février. Oui, mais on continue à l'appeler CAN 2023. CAN 2023 qui va se jouer en 2024. Bon, voilà. Inquiétude toujours grandissante, Franck, et de plus en plus perceptible chez les Togolais au fil des jours. Et c'est après les dernières prestations des éperviers. Le président de la Fédération togolaise de football avait demandé, on se rappelle, de sauver l'épervier. C'était un cri d'alarme qu'il avait poussé à l'époque. Oui, parce que les éperviers étaient en danger en plein vol. Et ça, on ne va pas donc se voiler la face tout de même. Mais ce qui est sûr, alors,
que peut-on sauver ou comment peut-on sauver la situation avec un encadrement technique qui, en tout cas, ne semble pas retrouver ses repères, on a l'impression? Toute l'interrogation se trouve à ce niveau. Toute l'interrogation est là lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé sur les dernières journées FIFA avec ce match contre la Côte d'Ivoire et l'autre contre la Guinée équatoriale où il y avait cette défaite 2-1 et puis ce match nul de 2 partout. On se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que là, le Togo est parti avec peu de questions pour revenir avec beaucoup de questions finalement sur la vie de cette sélection parce qu'on semble ne pas faire les choses comme il se doit. Si on doit sauver les éperviers, je pense qu'il faudra pour Paulo Duarte de retrouver sa façon de travailler sur ce qui lui a permis de faire, on va dire, 4 derniers matchs dans les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. 2 nuls et puis 2 victoires qui plus est à l'extérieur. C'était pas évident, mais il l'a fait. Et après, il a tout chamboulé lui-même, disant qu'il ne reconnaît plus ses joueurs. Donc, ces façons de faire aujourd'hui inquiètent les observateurs du football togolais lorsqu'on voit, par exemple, les prestations d'Ismaël Uro-Agoro avec son club de Saint-Georges en Éthiopie, où il est d'ailleurs le meilleur buteur actuellement, en marquant 8 buts pratiquement après 4 journées de compétition. Ce joueur n'est pas aligné. Lorsqu'on regarde un peu Kevin Denke, qui explose, on va dire, dans la Jupiler League avec voilà, son club, le Cercle Bruges, ce joueur n'est pas aligné. On ne comprend plus. Il y a le cas Tchakei Barouf. Tchakei, voilà, il a semé lui-même, j'ai envie de dire, le doute dans la tête des joueurs qui l'ont porté sur les 4 derniers matchs du Mondial Qatar 2022. Donc, il doit tout faire pour retrouver cette sérénité. Ces joueurs qui lui ont quand même donné un bon résultat, le Togo étant 2e derrière le Sénégal, le champion d'Afrique de la dernière fois. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire. Il faut se remettre en question, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a fait que le Togo a été performant sur ces 4 derniers matchs et que patatras, après, sur le début des éliminatoires de la CAN 2023, on n'a pu prendre qu'un petit point sur 6 possibles. Ce qui veut dire qu'il y a problème. On veut précipiter les choses, on veut aller vite, on veut mettre des joueurs qui peut-être n'ont pas l'expérience de jouer déjà en sélection. On joue sur eux, on abandonne les autres. Je crois qu'il faut retrouver cette sérénité et cette objectivité qui avait marqué ses débuts ici avec la sélection. Oui, mais c'est vrai également, Franck, que en cette période, il y avait également certains joueurs qui étaient apparus, mais qu'on ne retrouve plus, même dans leur club. À Matutui, par exemple, qui n'a pas de club depuis quelques temps. Il y a Agbozo, qui peine donc également à regagner donc un club. Et tout cela, bon, c'est vrai que c'est des rares exemples quand même. Ouais. Mais la plupart de ces joueurs continuent donc à évoluer normalement et qu'on s'étonne de ne plus les retrouver donc en sélection comme cela se doit. Alors comment peut-on retourner cette situation pour que le Togo se qualifie pour la CAN 2023? C'est difficile, mais c'est difficile, mais en football, tout est possible. Et pour avoir, on va dire, un certain espoir par rapport à ce qu'il va se passer en mars prochain contre les étalons du Burkina Faso, il faudra changer le cap, il faudra rectifier le tir. Si on se présente en mars avec la même façon de faire, je pense que le Togo pourrait dire adieu à cette CAN 2023 ou 2024, c'est comme vous voulez. Donc, il faudra faire confiance à ce noyau qui permettait à Paulo Duarte de faire des résultats, d'être tenace, de jouer avec beaucoup de volonté, avec beaucoup de yak, parce que lui-même, il avait dit que l'équipe togolaise a du mal à avoir de l'agressivité. Cette agressivité qui lui permettait d'avoir des résultats. Donc, elle a commencé par en disposer, par avoir cette agressivité, quand tout à coup, on a encore tout changé. Donc, je pense qu'il faut retrouver cette façon de travailler, comme j'ai dit, redonner les joueurs, redonner confiance aux joueurs, mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut, parce que je pense qu'il y a des joueurs en attaque togolaise qui ne font pas
peut-être ce que le public attend, qui ne sont pas performants en sélection, mais en club, on les voit. Il faut pouvoir changer les choses un tout petit peu. C'est ce qu'il devrait faire sur les dernières journées FIFA, mais on a été surpris de voir que, oui, il a continué de mettre les joueurs qu'il a l'habitude de mettre depuis que l'équipe a perdu un peu de sa verve. Donc, il faudra retrouver ces joueurs-là, les Kevin, les Ismaël Ouro-Agoro, les Tchakei Marouf, les Nan Richard, et puis d'autres qui lui ont permis d'être tenace sur beaucoup de matchs. Donc, il n'y a que ça à faire. Ce travail doit être fait, travail psychologique, mental. Et oui, il le faut. Oui, mais lorsqu'on écoute Laba Fodo lui-même, il dit qu'il faudra continuer de travailler, discuter entre joueurs, revenir très fort parce que rien n'est perdu, c'est encore possible. C'est vrai que le début a été compliqué, 1 point sur 6 possible. Vraiment, la porte est presque fermée, mais c'est encore possible. Mais le travail, c'est surtout sur lui-même d'abord, pas le doigté bien entendu. Oui. Ce travail psychologique doit commencer par lui-même d'abord, prendre du recul, n'est-ce pas, se poser beaucoup de questions par rapport à ce qui ne va pas, comment ça se fait que subitement les choses ont chamboulé, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pu faire. Je crois que ce travail doit commencer par lui-même d'abord. Oui, il doit se remettre en question, lui-même doit se remettre en question parce que quand il est arrivé, on lui a dit de qualifier le Togo pour la Coupe du Monde. Il semble qu'il avait dit ça, ce n'est pas possible avec l'état dans lequel se trouvait cette sélection. C'était impossible d'aller en Coupe du Monde, mais la compétition est là, il faudra la jouer. Si ça prend, pourquoi pas. Mais on a vu que le Togo n'a pas démérité. 2e à l'arrivée, c'était pas mal. Maintenant, la prochaine CAN, c'était le principal objectif. Le Togo avait raté la CAN 2019, 2021 et que, oui, cette fois-ci, tout le monde était d'accord que l'occasion va se présenter pour que le Togo se retrouve au niveau de la Côte d'Ivoire en 2023. Après le tirage au sort où il y avait dans le groupe, il y avait déjà cette équipe, j'allais dire, du Burkina Faso, les Swatini et puis de l'autre côté, le Cap-Vert. Beaucoup se sont dit normalement, le Togo, au pire des cas, devrait avoir le 2e ticket. Or, le début de la compétition nous montre autre chose et il va falloir carburer, batailler maintenant. Voilà d'ailleurs pourquoi les calculs ont commencé. Si le Togo fait ci, si le Burkina fait cela. Ce fameux calcul d'apothicaire. C'est toujours compliqué. Et là, en mars, il va falloir être présent et prendre au moins 3 points sur les 6 possibles. Sinon, adieu la prochaine CAN. Donc, Paulo Duarte, à son niveau, doit beaucoup travailler, doit se remettre en question pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe, puisque depuis un moment, il dit ne rien comprendre par rapport à ce que font les joueurs. Donc, ça doit commencer par lui-même d'abord. Alors, Franck, vers où se trouve l'espoir, j'allais dire, de croire en un exploit des éperviers dans ces éliminatoires? L'espoir, c'est que mathématiquement, ce n'est pas totalement perdu. Quand on fait les calculs, le Togo peut encore se retrouver à la prochaine CAN parce qu'il reste 4 matchs, ce qui veut dire 12 points à prendre. Si le Togo prend 12 points plus 1, déjà ça fait 13. Normalement, le Togo devait se qualifier. C'est là où se retrouve cet espoir. Quand on fait les calculs, le Togo n'est pas largué. Ben, c'est largué parce que le Togo se trouve distancé par le Burkina, prochain adversaire. Et sur ce match, sur le plan mental, c'est le Burkina avec son entraîneur Hubert Velud qui vont avoir peut-être cette confiance-là parce qu'ils ont 6 points, 2 matchs de victoire. Rappelons que Hubert Velud est déjà passé par le Togo. Vous rappelez, dans le bus quand ça se produit là-bas en Angola. Donc, c'est un sélectionneur et une sélection qui vont se retrouver devant le Togo avec beaucoup de confiance parce qu'il y a 6 points pris déjà sur 2 matchs, 6 possibles. Ouais. Le Togo, c'est carrément le contraire, un petit point et il va falloir batailler. Le Burkina peut arriver ici et gérer parce qu'ils ne sont pas obligés de jouer, gérer pour peut-être prendre 1 point et aller chercher la victoire à domicile. Ce qui donne encore l'espoir, c'est peut-être que le Burkina ne sera pas à la maison. Or, on a constaté sur ce match contre le Niger que ce n'est pas un paramètre qui joue souvent.
On peut être ailleurs, le football reste universel, donc ça peut toujours jouer pour l'équipe la plus forte. Donc, mais contre le Cap-Vert, ce n'était pas à domicile non plus. À domicile non plus, pourtant, mais on a vu ce qui s'est passé. Le Togo a perdu. Donc, c'est là où se trouve le mince espoir. Mais ce qui peut être encore cet espoir, c'est que Paulo Duarte connaît très bien cette équipe burkinabé. Il a travaillé avec cette sélection 7 ans durant, ce qui veut dire qu'il peut connaître un peu l'ADN de cette sélection, qui peut lui permettre de mettre en place une sélection qui pourrait embêter... une tactique. Oui, une tactique, une philosophie de jeu en place qui pourrait embêter les Traoré et puis coéquipiers. Bon, voilà, on va espérer que d'ici là, les choses puissent changer et que le Togo puisse produire un bon football. Au même moment, Hubert Velay aussi peut se dire, bon, je connais à peu près le Togo. Ouais. Vous imaginez un peu ce que ça donne. Plus de regroupements avant les 2 délicates prochaines journées des éliminatoires en mars 2024. La question demeure, l'interrogation demeure. On ne va pas trouver de solution. Maintenant, qui pour sauver le Togo? C'est la grande interrogation. France. Oui, qui pour sauver le Togo? Voilà, ça va concerner aussi l'organisation, comment on prépare cette double confrontation qui arrive, ce qui veut dire qu'on va mettre en jeu le ministère des Sports et des Loisirs, on va mettre en jeu la Fédération togolaise de football qui manque un tout petit peu de rigueur, je peux le dire, et puis les joueurs. Les joueurs, c'est eux qui vont être sur la pelouse, c'est eux qui vont jouer. Quelle que soit la mobilisation du public, si les joueurs ne jouent pas à leur niveau, au niveau qu'il faut, je pense qu'on ne pourra rien face au Burkina qui aujourd'hui a bien de joueurs, qui évoluent à de très bons niveaux, donc qui sont des joueurs physiquement prêts, des joueurs très athlétiques. Donc ça va être un combat et le Togo doit être prêt. Le Togo, s'il doit être sauvé, ce n'est que par lui-même. Qui pour sauver le Togo? La question demeure et on revient donc dans les émissions prochaines avec toujours les mêmes questions et des tentatives de réponse. Allez, maintenant la rubrique Togolais en club, le coup d'œil habituel sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Franck, on va vous retrouver. Est-ce qu'on a certains... On va prendre quelques joueurs. Ismaël Ouro Agoro, dont on vient de parler après son triplé. Oui. Le week-end surpassé vient encore de réaliser un doublé le week-end dernier, ce qui permet toujours à son club Saint-Georges d'être en tête du classement et ça fait, on va dire, 6 buts pratiquement pour l'international togolais, mais malheureusement, ce joueur, on ne le retrouve pas en sélection. Voilà, oui, c'est un peu dommage. Même situation pour Kevin Denke également, qui est très bien avec Cercle Bruges, même si le club se retrouve dans la deuxième partie du tableau. Le joueur togolais va bien, il est en confiance, il marque des buts, il porte son club et ce qui permet, on va dire, au niveau de la Jupiler League, de prendre quelques points et de remonter un peu dans le classement. Serge Nuadi, lui, il joue au Kazakhstan. C'est un championnat exotique, mais il a porté son club, on va dire, au Darbassi en Coupe de Kazakhstan en marquant le 3e but. Ils étaient à 2 partout et dans les derniers instants, le Togolais Serge Nuadi permet à son club de pouvoir gagner face à cette équipe d'Astana. Malcolm Barcola, lui également, c'est illustré. Il a commencé. Ça fait longtemps qu'on n'a plus. On n'a plus de ces nouvelles. Il a changé. Il a quitté Lyon, vous le savez, et il joue du côté voilà, de ce championnat en Biélorussie. Il est à Tuzla. On va dire. Donc voilà, il a commencé, il a fait ses débuts avec son nouveau club Tuzla, sans oublier Khaled Naré qui également a porté son club lors de la 8e journée avec le championnat grec. Voilà, donc quelques informations glanées ici et là donc, sur l'actualité des joueurs togolais expatriés. Bon, voilà, ça nous amène à autre chose. Et justement, c'est la tranche des auditeurs à vous l'antenne avec le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Ben, vous réagissez et on est là pour vous avoir. Bonjour, le premier auditeur. Oui, bonjour, monsieur. C'est Richard? Non, c'est pas Richard, c'est Thierry de Sao Paulo. Et quoi non? Comment? C'est Thierry de Sao Paulo. De Sao Paulo. Notre ami de Sao Paulo. Oui, notre ami de Sao Paulo, le plus brésilien des Togolais. Ok, c'est juste pour parler un peu de notre équipe U23. Oui, allez-y. Juste souhaiter un bon match à ces joueurs-là. Oui. Et le dimanche, nous serons au stade. N'est-ce pas?
Donc- Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce Oui, que- les tickets sont disponibles ici. Hein. D'accord, Les tickets de 1000 francs, 2000 et 5000. d'accord, d'accord. Et deuxièmement, je veux parler un peu de notre équipe et Fagnon. Oui. Bon, je pense que pour cette GAN-là, on peut dire on ne va pas participer. Hein. On ne veut pas? On ne peut pas se qualifier, quoi. Mathématiquement, le Togo est encore en course, en fait. Ok, d'accord. Mathématiquement. Oui, non. Ok. Merci quand même à notre ami de Sao Paulo. Un autre en ligne. Bonsoir. Bonjour, comment vous appelez? Oui, je m'appelle Maman Saïdou. Bonsoir, monsieur Mekbe. Mamam. Saïdou, oui. Oui, ça de voir alors. On vous écoute. C'est pour vous dire bonsoir et ça a duré. Pourquoi vous ne faisiez plus l'émission à BBC quand vous avez fini votre... L'émission hein? L'émission de dimanche, peut-être. De dimanche, vous dites? Oui. Ah, Non, je dis des fois, vous ne faisiez plus l'émission à la BBC Radio. oh non, ben écoutez, j'ai repris d'une manière ou d'une autre avec cet Tintin Magazine, d'accord? Ah, ok. Oui, voilà, comme chronique foot par exemple, j'y suis déjà intervenu. Ouais. Ok, c'est pour dire bonsoir. Comme j'ai attendu ton nom, bon, je me suis tellement occupé. Moi, après, on va se faire. Peut-être ça sera demain ou après-demain. Très bien. Semaine prochaine. Mais vous serez quand même au stade, hein? Oui, pourquoi pas. Oui, mais il faut aller supporter quand même les éperviers. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas pour ça. Ah d'accord. Il faut venir Merci chercher les tickets ici. Les tickets hein. sont ici. 1000 francs, 2000 francs, 3000 et 5000. D'accord, merci beaucoup. On est autre en ligne. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez? Allô, bonsoir, comment vous appelez? Oh là là. Non, mais écoutez, monsieur, vous êtes déjà en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous appelle comment? Ça va, c'est Denis depuis Ablogame. Denis d'Ablogame. Oui, Bon, d'accord, on vous écoute. je voulais tout juste vous demander est-ce que les tickets seront vendus à l'entrée du stade le dimanche? Oui, c'est possible, oui. Oui, ok. Mais déjà, vous pouvez retrouver ça ici également sur FM, d'accord? Sinon, la victoire sera à notre côté. Très bien, 2-0. Très bien, merci beaucoup pour le pronostic. Ok. Le dernier auditeur, c'est possible? Bonjour. Oui. Bonjour, on vous appelle? Bonjour, On vous appelle? Francis Seguin. Francis Séguin. Oui. Ah ben voilà. Alors, on dit quoi? Ah, c'est pour souhaiter bonne chance à nos éperviers. Ah, merci beaucoup. Oui, qui n'ont qu'à gagner 3-0. Hein. 3-0. Oui, je souhaiterais qu'ils gagnent 3-0. Oui, c'est un souhait vraiment contre les Bafana d'Afrique du Sud. Oui. Quoi de mieux et quoi de meilleur justement que d'avoir d'engranger autant de buts? Oui, voilà, ce sont leurs souhaits. D'accord. J'espère que vous vous préparez. Le retour serait favorable aussi. Ah d'accord. J'espère que vous vous préparez déjà à aller au stade. Je serai au service, je ne peux pas aller au stade. Bon, vous serez quand même de cœur avec l'équipe. Très certainement. D'accord. Merci beaucoup, Francis Séguin. Allez, au revoir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Franck, merci. Ça a été un plaisir. Le seul chroniqueur. Ah oui, malheureusement, aujourd'hui. Et qui a tenu... nous a abandonnés. Mais bon, oui. il sera là. Ouais. Bon, alors. Merci également à Nas PM de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à Elon Madovon, le chef. Oui, ben, c'est lui le grand chef, le boss, justement, de la caméra. Voilà, appelez-moi Aimer le Bon. Ce sera avec autant de plaisir que je vous retrouverai vendredi prochain. Mais jusque-là, eh ben, portez-vous bien. Au revoir.